les deux choses qui ont toujours dominé ma vie, l'une qui était rien n'est au-dessus de la création artistique, et l'autre, être une femme, c'est être autant qu'être un homme. Et ça veut dire assumer les mêmes responsabilités et avoir les mêmes droits. Clara, tu es née à Paris, mais tu es d'origine juive allemande. Alors, ça suppose que tu as eu une enfance peut-être un peu spéciale. Est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les images que ton enfance évoque? Tu sais, je crois qu'on a toujours des souvenirs merveilleux de son enfance, même quand elles n'ont pas été très belles. Mais mon enfance, sauf que j'ai perdu mon père quand je n'avais pas 14 ans, honnêtement, je crois que ça a été une belle enfance. Et que surtout, ça a été une enfance extrêmement enrichissante. Je veux dire que je n'étais pas limitée à un petit cadre familial. Enfin, toute jeune, j'ai su qu'il y avait le monde entier autour de moi. Enfin, c'était tout naturel. On partait en voyage, on partait pour la Suisse, on partait pour l'Allemagne. À la maison, on parlait, quand j'étais enfant, familièrement 2 langues. Quand j'avais 8 ans, on en parlait 3. Quand j'en avais 12, j'en parlais 4. L'italien, j'avais appris ça en cachette pour épater mon père et ma mère. Et ce qui est très ennuyeux, c'est qu'ils n'ont pas eu l'air épatés. Ils n'ont pas eu l'air épatés? Non, j'étais horriblement déçue. Non, mais ils étaient difficiles à épater. Ah oui. Alors, là-dessus, ce que j'attendais du monde, évidemment, étant donné ça, c'est peut-être le tort d'une éducation comme ça, c'est que j'en attendais beaucoup. J'en attendais peut-être un peu trop, mais j'en ai eu beaucoup finalement. Une éducation ouverte, comme celle que j'ai eue, ça vous donne beaucoup de curiosité. C'était quand même un peu exceptionnel, disons, à cette époque, que tu puisses bénéficier à la fois de deux cultures et que tu puisses en même temps bénéficier d'une ouverture sur le monde comme ce que ta famille t'a favorisé. Mais c'était sûrement très exceptionnel. Là, je voudrais faire le point, parce que c'est un peu une obsession pour moi, c'est que nous autres femmes, nous avons fait la seule révolution réussie. Enfin, quand je pense à mon enfance, et encore là, je ne parle pas de mon enfance, je parle de celle des filles qui m'entouraient. Voilà. Mais tu ne peux même pas, toi qui es jeune et qui es élevée ici, t'imaginer ce que c'était. Il n'y avait pas une enfant, pas une fille qui allait seule à l'école. Je me souviens d'une histoire qui m'avait paru à l'époque presque monstrueuse. J'avais 10 ans, maman m'a emmenée dans l'omnibus. À l'époque, il n'y avait même pas encore d'autobus, il n'y avait pas encore de métro. Elle m'a emmenée pour à peu près une demi-heure de la maison. Et puis elle m'a laissée là et elle m'a dit, tu vas prendre tout seul l'omnibus et tu vas rentrer comme une grande fille, comme une femme. Mais mes petites amies, elles ne rentraient pas toutes seules d'une distance de 10 mètres. Nous étions des créatures constamment surveillées, comme si nous étions des créatures menacées. Et c'était d'autant plus saugrenu que les garçons, et moi j'avais 2 frères, faisaient exactement ce qu'ils voulaient depuis à peu près l'âge de 10 ans, et par-dessus le marché, qu'ils avaient alors, je ne parle même pas de la liberté d'aller et venir, une liberté sexuelle absolument saugrenue, et qui m'amenait tout de même à certaines réflexions. Je trouvais ça tout de même un peu étrange. Et ça, peut-être, Dieu sait que j'étais mêlée à des aventures. J'ai vu 2 guerres, j'ai vu la Révolution, j'ai fait le tour du monde comme ça tout autour. Eh bien, pas en hauteur, en largeur seulement. Eh bien, c'était assez étonnant, oui. Mais enfin, toi, tu es d'une zone où on l'a fait aussi, comme ça, dans ce sens-là, de haut en bas. Bon, eh bien, au milieu de tout ça, c'est pas parce que c'est l'année de la femme, mais enfin, ce qui m'a paru le plus marquant, eh bien, c'est que nous sommes devenus des créatures humaines. Et quelquefois, quand j'ai des crises de mégalomanie, ben, bien entendu que ça m'arrive, pourquoi veux-tu que ça m'arrive pas? Eh bien, quand j'ai crises de mégalomanie, je me dis que j'ai peut-être un petit peu aidé à ça. Ça m'aidera à mourir tranquille. Tu comprends? On a beaucoup de mal à m'arrêter de parler. J'ai une fille.
Je suis peut-être la seule Ah. femme au monde qui n'ayant qu'un enfant, et sachant qu'il y avait beaucoup de chances que je ne puisse en avoir qu'un seul pour toutes sortes de raisons. Parce que j'étais la femme d'un homme qui existait très fortement, qui s'affirmait et qui n'avait pas tellement envie d'avoir de la concurrence à domicile. Enfin, je veux dire de la concurrence affective de ma part. Bon, donc, et puis je soupçonnais la guerre, enfin on la sentait. Eh bien, je suis sans doute une des seules femmes qui, n'ayant de chance de n'avoir qu'un seul enfant, ait souhaité profondément avoir une fille. Je me disais, tout ce que mon destin ne m'a pas permis d'atteindre, parce que j'étais idiote, mais simplement parce que j'étais une fille, eh bien ça lui sera peut-être donné tout naturellement. Alors, c'était comme une espèce de désir de transposer dans cet enfant des choses que tu aurais aimé faire, ou je ne sais pas, de Oui, transposer tes désirs. c'était ça. On croit toujours que vos enfants auront les mêmes désirs que vous. C'était ça. Et puis, plus égoïstement, une espèce d'idée que je verrais le point se faire. Mhm. Tu sais, un peu comme quand on plante un arbre. On a envie de le voir devenir grand, et puis avoir des poires, avoir des pommes, ou avoir des trucs comme ça. Hein. Et ben, moi, je me disais, ma fille, tout naturellement grandissant, elle portera des poires et des pommes. Ça me rappelle une phrase que tu m'as déjà citée et que ton père avait dit lorsque tu étais toute petite. Il avait dit, on ne s'immortalise qu'à travers nos enfants, ou quelque chose d'approchant, je ne suis pas certaine. Il m'a dit ça, il m'a dit, oh, il ne me l'a pas dit à moi j'étais cachée sous la table. Il a dit ça à l'autre personne qui était autour de la table. Moi, j'étais, comme tous les enfants, et puis peut-être plus particulièrement comme les enfants qui n'ont pas la religion majoritaire. Et puis, peut-être encore plus particulièrement, comme la petite juive que j'étais très mystique. Et j'étais très tourmentée par l'idée d'un au-delà. Je voyais bien que ma famille n'y croyait pas, mais j'en étais pas très sûre. Et puis un jour, c'était dans le jardin. Je ne sais pas du tout pourquoi j'étais sous la table, j'aurais aussi bien pu être dessus, mais j'étais sous la table, quoi. Et puis on ne me voyait pas, et je me souviens que mon père a dit, il n'y a qu'une seule immortalité, celle que vous donnent vos enfants. J'ai pas voulu. Non, ça, je n'en voulais pas. Ou il y avait une immortalité qui était celle de moi, allant au-delà de moi, ou alors il y avait une immortalité de nos œuvres. Et j'ai très souhaité me manifester, mais non, je ne voulais pas être la continuation de quelqu'un, et pourtant Dieu sait, j'ai adoré mon père, mais je ne voulais pas continuer quelqu'un. Et je n'ai jamais demandé à ma fille de me continuer. D'ailleurs, c'était assez du gâchis de ma vie pour que je ne lui demande pas ça. Mais d'un autre côté, je voulais qu'elle bénéficie de ce que j'avais fait. Ma mère a été vraiment la victime de ce que l'on attendait des femmes autrefois. Tu vois, elle était vraiment une femme intelligente. Elle était une femme qui avait le goût des choses de l'esprit, qui était sensible à l'art. Et ça paraissait inadmissible pour la femme d'un chef d'entreprise. Ce qu'elle avait à faire, c'était de recevoir bien, de faire un foyer agréable à son mari et de bien élever ses enfants. Elle n'avait pas à penser qu'elle devait se développer intellectuellement. À tout ça, il faut ajouter qu'elle était une femme transplantée, qu'à 19 ans, elle était passée d'Allemagne en France, qu'elle était vraiment quelqu'un qui était à la fois très intelligent et très désarmé. En 14-18, la guerre s'est déclenchée et mon frère qui venait vraiment de finir son bachot, a tout de suite été mobilisé. Alors, moi, je me suis encore sentie de plus en plus chef de famille, peut-être que c'était de la mégalomanie, mais enfin, j'étais vraiment chef de famille, quoi. Je ne peux pas dire que j'étais particulièrement heureuse, cette guerre a été très dure, on a été assez vite, on a quitté Paris pendant un moment, quand la grosse Bertha bombardait Paris et tout ça, mais enfin, à un moment donné, mon sentiment de responsabilité n'a plus seulement été un sentiment, il a été une réalité. Vers
presque la fin de la guerre, un moment où vraiment la France s'est sentie très durement menacée, on a révisé les naturalisations. La nôtre était très ancienne, puisque moi, je suis née sans patrie, et j'en ai eu une qui était la France, qui est toujours la mienne, à l'âge de 3 ans. Mes parents sont naturalisés. Enfin, il reste que tout cela ne suffisait pas et que l'on a voulu revoir et réviser cette naturalisation. Toute cette espèce de sentiment que j'avais d'être le chef de famille est devenu une réalité. Oui. Et les deux pôles, les deux choses qui ont toujours dominé ma vie, l'une qui était rien n'est au-dessus de la création artistique, et l'autre, être une femme, c'est être autant qu'être un homme. Et ça veut dire assumer les mêmes responsabilités et avoir les mêmes droits. Et cette famille, on était assez nombreux. Il y avait mes 2 frères, il y avait maman, il y avait mon oncle, ma tante, mes 2 cousins, moi. C'est pas moi qui les ai sauvés. J'ai tout de même aidé. Et je me suis dit, ben maintenant le moment est venu de t'intéresser à ce qui, à tes yeux, est sans doute ce qui compte le plus, c'est l'art. Alors j'ai tout gribouillé. Moi, je n'étais pas sûre du tout de ce que je faisais. Je me suis dit, il y a une espèce d'étape intermédiaire, je vais faire des traductions. Avec ces langues que je savais, ça me servait. Ensuite, ben oui, je connaissais la France, je connaissais l'Angleterre, je connaissais l'Allemagne, je connaissais la Suisse. Ben, j'avais envie de connaître encore autre chose. Et autre chose, c'est quelque chose qui était ce que j'avais appris. Parce que tu sais, l'allemand, ben, je le savais en même temps que le français. Quand on sait l'allemand et le français, on sait l'anglais. Alors, la seule langue que j'ai apprise, ben, c'est l'italien. Ah, la grammaire italienne, je la connais, tandis que je ne connais pas la grammaire française. Bon, eh bien, là-dessus, je me suis dit, je vais aller en Italie. Et maman, vraiment, elle acceptait ces histoires. Je suis partie pour l'Italie, dans une famille. J'ai quitté la famille assez vite, hein. J'étais me mettre dans une pension. Et puis, j'ai découvert la peinture. Ça, c'était un univers. Je savais bien que c'était un univers où je ne pourrais jamais participer comme créatrice. Mais j'avais un peu l'impression que je comprenais ce qu'on voulait. Alors, bien entendu, j'ai admiré tout ce qu'on admirait. Bon, j'ai vu Giotto, j'ai Frangé, l'école, j'ai vu tout ça. J'ai vu Vivienne. Oui, ce geste, ça veut dire que j'ai vu la grande place en forme de coquille. Et puis, j'ai vécu à Florence. C'est pas pour rien que ma fille s'appelle Florence. Mais surtout, je crois que j'ai découvert Paolo Uccello. En 21, tu rencontres André Malraux et tu vas avec lui visiter cette ville. Ben oui, je connaissais quelque chose de merveilleux, j'avais envie qu'il le connaisse. Et il faut te dire qu'il avait à l'époque pas 20 ans. Je pense que c'est un homme de génie, mais je crois qu'il a encore été beaucoup plus un adolescent de génie. Enfin, tout résonnait en lui. C'était absolument merveilleux, magnifique. Et l'idée de retourner là où j'avais compris un certain nombre de choses, là où j'avais été presque heureuse, où il me manquait pour être tout à fait heureuse la présence de quelqu'un, eh bien, nous sommes retournés au Grand Galop là-bas. Et ça, évidemment, était magnifique. André avait une formation picturale beaucoup plus moderne que la mienne, mais ce que Florence lui a donné, ça, il n'avait pas encore reçu. Donc, à la fois, nous faisions des découvertes ensemble et nous faisions en quelque sorte chacun des cadeaux. Après ça, pour diverses raisons, nous avons décidé de nous marier. Je dois dire que nous avons décidé de nous marier très provisoirement. Et puis, enfin, pour 6 mois. Oui, vous vouliez divorcer 6 mois après votre mariage. Oui. Et puis 6 mois après, quand il a été question de divorcer, il m'a dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un emploi plus intelligent de cet argent? Par exemple, aller faire un voyage en Tunisie. Alors on est allé faire un voyage en Tunisie et nous avons repris à Paris une vie qui était assez magnifique, où nous avions beaucoup de loisirs, où nous pouvions vraiment, enfin, quand je pense à ces années, je me dis que nous avons en 2 ans, ça a duré 2 ans, acquis ce que les autres gens acquièrent normalement en 10 ans. Seulement, au bout de ces 2 ans,
On avait acquis beaucoup de choses, mais on n'avait plus le sou. C'est là-dessus que nous sommes partis pour l'Indochine, avec l'idée que puisqu'il y avait des ruines qui étaient là en train d'être détruites, à la fois par le temps et par le fait que c'était une région où il y avait peu de pierres et on pouvait se servir des pierres, il serait peut-être très intelligent pour nous, très bénéfique, disons le mot, et pas du tout, comment dirais-je, nocif, que d'aller prendre quelques-unes de ces pierres, même sculptées. Le gouvernement local n'en a pas jugé ainsi. Je crois qu'il se fichait pas mal des pierres, mais que ce que nous, qui n'étions ni fonctionnaires, ni mandatés, ni rien du tout, nous faisions là-bas, les a beaucoup inquiétés. Enfin bref, là-dessus, il y a eu ce procès d'Indochine dont on a parlé, et moi, à force de comédie, j'ai fait la grève de la faim, enfin, tout ce qu'on fait dans ces cas-là, ça m'impressionne plus beaucoup, c'est horrible à dire, quand les gens font la grève de la faim, parce que moi j'ai fait 12 jours, il y a 24 heures pénibles. Bon, et puis au bout du compte, je suis revenue en France. Ça s'arrange, oui. Et là, j'ai fait me faire une pétition. André connaissait pas mal de gens, mais il les connaissait plutôt, comment dirais-je, enfin, il impressionnait les gens parce qu'il était, plus encore que parce qu'il avait fait, parce qu'enfin, au milieu de tout ça, il avait tout de même que 23 ans. Il avait produit quoi à ce moment-là? À cette époque, uniquement un long poème en prose qui s'appelait Lunes en papier, quelques articles critiques. Mais le garçon était étonnant, je ne vois pas d'autre terme, et c'est ce qu'a confirmé Mauriac dans une lettre qu'il m'a adressée et dont il m'a autorisé à la faire paraître. Puis j'ai mobilisé toute cette bonne volonté et j'ai rédigé le texte d'une pétition qu'un certain nombre d'autres ont réclamé comme étant de leur fait. Il faut dire que c'est exagéré. C'était pas un chef-d'œuvre, c'était pas merveilleux, mais c'était de moi. Oui. Enfin bref, nous sommes arrivés à le faire signer d'assez de gens pour que, quelque peu impressionner les autorités locales, qui d'ailleurs comprenaient rien à ni ce qu'était la littérature, ni ce qu'était l'art, ni ce qu'était la pensée, ni ce qu'était le mouvement intellectuel en France, nous fichent la paix, libèrent André Malraux, et nous nous retrouvons à Paris avec tout de même l'idée que c'était une chose qu'on ne pouvait pas laisser passer comme ça. André a reçu une convocation de Gallimard, de Grasset, qui lui a proposé un contrat. André lui a dit, mais je n'ai rien écrit. Grasset, qui était un homme qui avait le génie d'entreprise, a dit, vous finirez par écrire, signez le contrat. Donc nous sommes revenus là-bas avec avant tout l'idée qu'il nous restait aucune autre porte, aucune autre issue. Et en effet, il n'y en avait pas beaucoup d'autres, et au demeurant, c'était à l'écriture qu'était destiné André Malraux, où je ne vais pas commencer à raconter en long et en large quelle a été la succession des livres. Le premier a été La tentation de l'Occident. C'est un livre auquel je suis toujours très sensible, peut-être parce qu'il m'est dédié à Clara en souvenir du temple de Bantea Israël, c'était le temple. Peut-être aussi parce qu'il est le premier effort fait pour tenter de comprendre à la fois, enfin, la pensée traditionnelle asiatique et ce qu'elle a fait aujourd'hui devant le monde nouveau d'hommes formés par cette pensée. C'était une chose extrêmement curieuse et qui portait en elle la possibilité de toutes les remises en question. Et puis alors sont venus ceux que tout le monde connaît, les conquérants, la voie royale, la condition humaine. Après la condition humaine, notre vie est devenue facile. Il a eu le Goncourt, je me suis permis le luxe d'un enfant. Entre-temps, entre tout de même les conquérants qui nous avaient eu quelques facilités et la condition humaine qui nous en a valu beaucoup, on a satisfait notre frénésie de voyage. Et quand je dis voyage, tu comprends, ça veut dire de découverte. Au fond, presque de la même façon, on était bouleversés devant un tableau moderne qui apportait quelque chose d'inattendu pour nous, devant la découverte des arts de ton pays, par exemple. Oui. C'était l'époque où on découvrait cela, mais c'était un bouleversement sans nom. Et je n'oublierai jamais le moment où Karl Einstein nous apportait le premier livre de sculpture noire. Peut-être que
nous avons été la génération la plus comblée du monde. Il fallait que ça, peut-être que ça aboutisse à une catastrophe. On nous avait fait trop de cadeaux. On nous a donné le monde entier. Nous avons vraiment compris que ce que d'autres peuples avaient essayé de faire, c'était aussi important que ce qu'avaient voulu faire ceux dont nous héritions la tradition. Ça a été vraiment le premier pont jeté entre vous et nous. Et je pense que c'est important. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là-dessus, il nous est arrivé un peu ce qui arrive à tous les gens heureux. Nous sommes devenus terriblement exigeants l'un envers l'autre. Et moi, je me sentais très écrasée. Qu'étaient devenus tes rêves et tes ambitions d'écriture? Eh bien, j'ai essayé de les refouler, mais c'était pas facile. Depuis que j'étais jeune, j'avais envie d'écrire. Alors, je ne pouvais pas m'empêcher, oui, je ne pouvais pas m'empêcher d'écrire. Seulement, je ne le disais pas à André. Et un jour, j'étais très bouleversée. À l'époque, j'étais liée assez intimement avec Elsa Triolet, la femme d'Aragon. Or, oui. Elsa était une femme qui avait fait paraître en Russie 2 livres, dont Ehrenburg et même Isaac Babel m'avaient dit qu'ils étaient bons. Oui. Or, un jour, Elsa m'a dit, il faut que je vous confie que dès qu'Aragon a le dos tourné, vous savez, quand j'entends la porte fermée, je sors la machine à écrire et je me mets à taper un livre. Elle aussi, elle n'osait pas le dire. Enfin, ça représente ce qu'était notre situation de femme d'écrivain à l'époque. Alors, bien entendu, je lui dis, moi aussi, j'écris. Au bout de quelque temps, finalement, le livre d'Elsa a été achevé. Et elle a osé le montrer à Aragon. Et là, il s'est passé une chose tout à fait extraordinaire. Aragon a trouvé le livre bon, ce qui s'appelle bon, quoi. Et quand il a paru, il a eu le courage non pas de le dire, mais de l'écrire dans la revue Europe à laquelle il collaborait à l'époque. Je me souviens de l'indignation d'André qui m'a dit que c'était indécent de faire une chose pareille. Bien entendu, je veux dire de faire l'éloge du livre de la femme qui était la compagne de votre vie. Ça m'a paru extrêmement curieux et puis ça m'a donné tellement de courage pour lui montrer ce que j'écrivais. Puis finalement, un jour tout de même, ce que j'écrivais a été terminé. Eh bien, je dois dire qu'il a été indigné. Il a considéré ce que j'écrivais, peut-être que c'était possible de le considérer comme tel, comme une sorte d'atteinte, c'est ce qu'il m'a dit, à notre amour. Qu'est-ce que tu écrivais alors? C'était un texte relativement court qui a paru encore un peu raccourci dans le dernier numéro de la NRF avant la guerre, c'est-à-dire en 1939. Je pense au mois d'août 1939. Et ça s'appelait, ce qui était peut-être un peu méchant, le livre de contes, COMPTES. C'est ce à quoi, c'est ce que tu reprends, je pense, à l'intérieur de tes mémoires aussi. C'est cela. Voilà. Aujourd'hui, je dois dire que ça ne paraît pas très méchant. Enfin, qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'il n'est pas très facile d'être la femme d'un homme qui existe très puissamment, qu'on se sent s'effriter, qu'on se sent s'en aller, qu'on essaye un peu de tout pour se reconquérir soi-même. Je crois que ce sont des sentiments que presque toutes les femmes aujourd'hui ont connus, ou peut-être pas celles d'aujourd'hui, mais celles d'un hier un peu moins lointain que le mien. Enfin, toutes ont essayé d'exister. Et puis, enfin, ça paraît presque démodé, ça. Elles ont toutes eu des professions, elles ont presque toutes des professions. On existe en tant que femme, davantage. On existe parce que quoi, on est là, debout sur cette terre, même si on était totalement chrétien, avec une âme dont il faut rendre compte à Dieu, avec voilà. Cette autonomie profonde qu'on est responsable de ses actes. Oui. Bon, alors là, voilà, ça a été une des grosses difficultés de notre vie. Maintenant, alors chronologiquement, c'est le moment de la guerre d'Espagne. C'est le moment d'un combat auquel j'adhère totalement, mais pas totalement sous la forme sous laquelle André a choisi de la faire, parce que rien ne le préparait à être un pilote. Il n'avait aucune formation mécanique, il ne connaissait rien même à une automobile. Et il me semble encore, qu'on ne s'improvise pas aujourd'hui chef d'un ensemble
dont l'essentiel est la technicité. Ça aussi, ça ne n'a pas arrangé le rapport. Moi, j'étais là-bas, je me livrais à des tas d'occupations. Enfin, je me suis occupée un peu de classer les œuvres que nous récupérions. Je me suis occupée de faire distribuer du lait. Et puis, j'ai à plusieurs reprises été au front. Bon, là, je ne servais pas à grand-chose. Mais je me servais alors là, moi, à me prouver que je n'étais en tout cas pas une lâche. Et là aussi, nos rapports à André et à moi sont devenus de plus en plus tendus, surtout pour la raison que je t'ai dit. Tu te retrouves seule avec ta fille après la guerre d'Espagne et puis vient ensuite la Deuxième Guerre mondiale. Ah. Oui, alors c'est un peu horrible de dire que c'est une guerre qui a coûté tant de vies humaines, où il y a eu de tels massacres. C'est cette guerre-là qui m'a sauvée. Je m'étais trouvée à la veille de la guerre, vraiment, je ne vois pas d'autre terme que complètement déboussolée. Toutes les valeurs sur lesquelles j'avais joué avaient cédé. Les miens étaient dans un état qui était pire que la misère. Ma mère s'était suicidée, mon enfant était très fragile, presque malade. Et je ne savais moi-même plus quel sens donner à ma vie. Et puis tout d'un coup, il ne s'est plus agi de réfléchir au sens que je pouvais donner. Le sens, il s'imposait de lui-même. Il fallait survivre. Oui. Alors, je ne sais pas si on connaît bien ici les livres de Madame de Ségur. C'est pas tellement à conseiller. Mais enfin, de la comtesse de Ségur. Oui, c'est cela. Ah oui. Oui. On a tous lu ça. Lu ça. Oui, oui. Bon, c'est une lecture très malsaine et très mauvaise, mais enfin, il ne reste pas moins qu'il y a là-dedans un certain gribouille qui, quand il pleut, pour se mettre à l'abri, se fiche à l'eau. Oui. Alors moi, quand il y a eu la résistance, enfin non pas la résistance, d'abord l'occupation, j'ai fait comme gribouille. J'ai pensé, d'abord, ton style, c'est pas d'être passive. Ensuite, tu es juive, tes origines lointaines, allemandes ne sont pas très lointaines. Qu'est-ce que tu risques de plus à les affronter carrément? Alors j'étais seule avec ma petite fille. Nous avons commencé par nous réfugier dans Lot, juste le temps tout de même de nous ressaisir. Puis nous avons été à Toulouse et très très rapidement je suis entrée dans la résistance. Alors j'ai pas envie de parler de moi comme d'une héroïne, c'est pas très plaisant. Et puis d'autres s'en chargeront peut-être. En tout cas, j'ai commencé à faire de la résistance à Toulouse. Au bout de quelque temps, la veuve du ministre des Sports et Loisirs, Léo Lagrange, est venue me rejoindre. Et à nous deux, plus nos deux enfants, elle avait un fils qui devait avoir à l'époque 16 ans. Il a 8 ans de plus que ma fille, qui avait 8 ans. Nous nous sommes installés à Montauban, dans une assez belle maison que des amis socialistes, Montauban était une ancienne municipalité socialiste, avaient trouvée pour nous. Et alors là, je me suis lancée à corps perdu dans la résistance. La maison est devenue une espèce de maquis. Vous savez, finalement, c'était plutôt joyeux. Alors, tu vois, donc c'était atroce aussi, mais en tout cas, je n'avais pas le temps de penser à moi. Je ne sais pas encore aujourd'hui très bien en quoi ça consiste de faire la résistance. Je veux dire qu'on faisait par exemple des faux papiers dans l'endroit qui était l'endroit où on pouvait vivre, parce que la maison était assez grande et on pouvait y faire dormir des tas de gens. Seulement, la difficulté, c'était qu'on ne pouvait pas chauffer. Et il n'y avait rien pour chauffer. Alors, on chauffait dans une pièce, il y avait un petit poêle grand comme ça, et tout le monde se tenait là, y compris ma petite fille. Alors un jour, elle m'a dit, tu me dis tout le temps qu'il ne faut pas mentir, mais toi, tu passes ton temps à mentir. Tu fais tout le temps des papiers qui sont faux. Alors, il a fallu que je lui explique que l'ennemi, c'était une chose, que les siens, c'était autre chose, qu'on avait le droit de se battre contre l'ennemi fût en mentant, qu'en revanche, il fallait être la loyauté même avec les siens, etc. Mais vous dire avec précision ce que signifiait, quels étaient les gestes de la résistance, j'ai du mal. Ceux qui sont restés dans la mémoire sont ceux de ma fille. Je me souviens qu'une fois, nous étions à Paris, avec des faux papiers, bien entendu. On pensait bien qu'avec les nôtres, on ne pouvait pas être à Paris. Là, il y a deux faits qui me restent en mémoire. L'un, qui est qu'à un moment donné, nous avons été téléphonés. Et tout d'un coup, cette gosse se met à éclater de rire, mais à rire de telle façon, je me suis dit, ça s'entend de l'autre côté. Et je lui dis, pourquoi est-ce que tu ris comme ça? J'étais un peu énervée.
Elle me dit, regarde ce qu'il y a écrit au-dessus du téléphone. Et au-dessus du téléphone, il y avait écrit, il est interdit aux Juifs de se servir du téléphone. Bon, alors ça, c'est pas une histoire de résistance, mais dans l'histoire de la résistance, il y a par exemple, justement, que pendant ce séjour que nous avons fait à Paris, il y a eu une réunion des responsables de notre mouvement. Et nous nous sommes réunis dans une avenue qui s'appelait à l'époque avenue d'Orléans, qui s'appelle aujourd'hui l'avenue du Général de Gaulle. Et le chef de notre réseau m'a dit, écoutez, il faudrait que quelqu'un surveille l'entrée de la maison pour voir si il n'entre que les nôtres dans cette maison, si quelque chose ou quelqu'un vous paraît un peu inquiétant. Et vous, vous êtes une femme, vous avez une raison de rester assise sur un banc et de surveiller les jeux de votre enfant. Je ne pouvais pas mentir à mon enfant. Je lui ai dit, voilà. Elle m'a dit, ah bon, bah, tu vas t'asseoir sur un banc. Puis elle a ajouté, puis avant tu vas m'acheter une corde à sauter. Parce que si je ne saute pas, qu'est-ce que tu fiches sur mon banc et qu'est-ce que moi je fiche dans la rue? Alors là-dessus, j'ai acheté une corde à sauter pour ma gosse. Et puis je surveillais, enfin je croyais que je surveillais. Au bout d'un moment, elle me dit, allez, on peut monter, ils sont tous là-haut. Moi, je n'avais pas surveillé aussi attentivement que ma petite fille qui sautait. Je vous raconte ces événements parce que peut-être ce sont surtout ceux-là qui sont restés en mémoire. C'est pour vous dire à quel moment commençait la résistance effective, à quel moment commençait quelque chose qui était une sorte de résistance intérieure à l'atrocité qui nous entourait, je le sais assez mal. Toujours est-il qu'à un moment donné, le plus grand responsable de notre mouvement, qui était quelqu'un à qui je tenais beaucoup, a été arrêté. Et qu'on m'avertit à temps voulu pour que je quitte Toulouse, Montauban. Nous avons pendant plus de 6 semaines vécu en ne dormant jamais plus de 2 nuits de suite dans le même endroit, parce que je ne voulais pas compromettre les gens. Ça sans doute était ce que j'ai connu de plus dur. Le plus dur avec cet enfant qui comprenait tout et qui, étant à la fois la fille de son père et la mienne, savait être très dur de temps en temps, très tendre la plupart du temps, mais très dur aussi de temps en temps. C'est bien qu'un jour, j'ai pleuré. Et elle m'a dit, si tu ne pouvais pas le supporter, il ne fallait pas le commencer. Je pouvais difficilement lui dire qu'en fait, je n'avais pas commencé, ou que si je n'avais pas commencé, ça aurait été pire sans doute, et que j'aurais été dans Dieu sait quel Dachau ou dans quel Bergen-Belsen. Enfin, le hasard, le miracle, tout ce qu'on veut, nous avons survécu. Pour moi, j'ai pris à ce moment la conscience que même seule je pouvais faire quelque chose. Ça, cette conscience-là, je voudrais que toutes les femmes l'aient. Je voudrais qu'elles ne l'obtiennent pas à travers une histoire comme la mienne, parce que ça a été vraiment dur. Je ne le souhaite ni à ma fille, ni à mes arrière-petits-enfants, que je n'aurai sans doute pas, ni à personne qui vit. Mais ce que ça a été pour moi, ce que ça m'a permis de faire ensuite, oui, je voudrais bien. Alors, après, d'ailleurs, il faut dire que déjà tout de suite, au retour de la guerre d'Espagne, c'était le moment où un certain nombre de magazines de gauche venaient de se fonder. Emmanuel Bert dirigeait Marianne, mes amis Chanson, Cassou, Martin Chauffier dirigeaient Vendredi, et j'ai commencé, André était en Espagne, à écrire ce qui a été mon premier roman qui s'appelait Portrait de Chrysélidis. Je l'écrivais où je pouvais, dans les cafés, parce qu'il faisait tout de même un peu moins froid dans les cafés que dans les maisons. Et puis j'ai aussi collaboré à Confluence, qui était une revue mensuelle du Midi, c'est-à-dire d'en dessous de la ligne de démarcation, et que dirigeait à l'époque Tavernier, qui était un vrai résistant, et c'était une revue qui était en même temps une sorte de regroupement. J'ai écrit là-dedans un certain nombre d'articles, dont quelques-uns que j'ai repris d'ailleurs dans mes livres, celui sur la différence d'époque, à une même époque, entre hommes et femmes. Oui. En expliquant que c'était tout de même ça, une des grosses difficultés de l'existence conjugale. Oui. J'ai donc écrit ce livre pendant l'occupation et je l'ai envoyé à 2 éditeurs, à Segers
et un autre éditeur qui s'appelait Colbert. Comme ça, tout bêtement, le manuscrit que mon ami Rose Feuilleteux avait tapé. Oui, oui. Ce qui prouve tout de même que mon petit noyau d'amis, depuis le début, a été vraiment des êtres, faits d'êtres sur lesquels je pouvais compter, même dans des circonstances où je ne pouvais pas leur rendre grand-chose. Les deux éditeurs ont accepté le livre. J'ai bien entendu laissé le manuscrit entre les mains de celui qui le premier m'avait répondu, mais il y avait une difficulté, bien entendu. Clara Goldschmidt, même Malraux, ne pouvait pas faire paraître un livre à l'époque. C'était beaucoup trop, indépendamment de ce que c'était pas possible, c'était pas permis à une juive de faire paraître quelque chose. J'ai donc gardé ce manuscrit, ou plus exactement, je ne l'ai pas gardé. J'ai signé un contrat et j'ai demandé à Georges Laberger de garder le manuscrit parce que je n'étais pas très sûre de vivre encore au moment où il y aurait la paix. J'ai vécu quand il y a eu la paix. Et le livre a paru. Ça m'a donné du cœur au ventre, si je peux dire. Et à partir de là, je crois que j'ai eu une activité normale, d'une part d'écrivain, d'autre part plus ou moins de journaliste littéraire et aussi de critique d'art. J'ai fait paraître un livre auquel je tiens beaucoup qui s'appelle Par de plus longs chemins. J'ai fait paraître une série de nouvelles sur la résistance qui s'appelait La maison ne fait pas crédit. Un roman sur la résistance même qui s'appelait La lutte inégale. C'est cela, voilà, tu vois, j'oublie le nom de mes propres livres. Je collaborais à ce qui a été, à mon avis, le meilleur hebdomadaire de la gauche pendant très longtemps, qui était Action, où on travaillait aussi Vaillant. Roger Vaillant, oui. Roger Vaillant, avec lequel j'ai collaboré une ou deux fois de façon très amusante. Nous étions censés d'avoir des informations dont nous ignorions tout, mais comme nous avons tous les deux beaucoup d'imagination et beaucoup voyagé, on savait très bien comment c'était l'entrée des Chinois à Shanghai, même sans y être. Et ceci sont les secrets journalistiques. Ensuite, c'est à la revue La Nef qu'avec la femme de Marcel Arlan, Janine Arlan, j'ai fait pendant, je crois, 3 ans la critique artistique. J'ai fait un certain nombre de traductions, dont Une chambre à soi de Virginia Woolf, qui vient d'être rééditée. D'ailleurs, on a réédité aussi une traduction que j'ai faite pendant que j'étais en Indochine. Ça fait belle lurette, et qui est le journal d'une petite fille. Oui. Et puis j'ai fait paraître des livres alors qui n'étaient pas de l'ordre du roman. D'abord, avec les histoires que j'ai racontées à ma petite fille quand elle était petite, j'ai fait un volume qui s'est appelé Les contes de Perse. Ils étaient situés en Perse, mais c'était moi qui l'avais inventé. J'ai fait paraître un livre sur les kibbutzim, que j'ai appelé les kibbutz parce que je crois que les Français ne savent pas ce que c'est que les kibbutzim. J'ai fait paraître un autre livre sur Israël, qui sont alors des récits de nouveaux citoyens d'Israël qui racontent leur passé. Et puis, un livre sur Bali aussi, où j'ai été pendant quelque temps. Enfin, plutôt sur Java et Bali. Et puis moi, je crois, je ne sais pas, mais c'est une idée, elle est peut-être tout à fait idiote, que l'on n'a pas le droit d'écrire ses mémoires, enfin si on a le droit, on a tous les droits, mais qu'il vaut mieux, si on écrit ses mémoires, avoir déjà témoigné qu'on est un écrivain d'autre part. Alors un jour, comme ça, vers mes 60 ans, je me suis dit maintenant, tu te donnes à toi-même le droit d'écrire tes mémoires. Et j'ai écrit ces mémoires, dont 4 volumes ont paru. Je ne vais pas commencer à énumérer tout cela. Ça a un titre général, qui est Le bruit de nos pas. C'est l'arrangement d'un vers de Lubitsch Miloš, qui est un très grand poète lituanien qui a écrit en français. Je crois qu'il est lituanien, mais ces pays-là, je ne suis jamais très sûre. En tout cas, il écrit en français. Et le vers est à peu près celui-ci, mais pas tout à fait. Nous marchons dans le bruit de nos pas. Bon, alors, 4 volumes ont paru. Maintenant, je crois que je suis presque à la fin du 5e. Je ne sais pas si j'arriverai jusqu'au bout du 6e, que je n'ai pas encore commencé, parce qu'à mon âge, j'en ai vraiment... Bah parce que je suis vieille. Ben voyons. Et puis j'ai une fille qui est merveilleuse,
et tout compte fait. Ça a été dur, mais ça a été assez beau.